Bonjour à tous et toutes. Alors je risque effectivement de retomber sur un propos plus prosaïque, malheureusement. Deux mots pour dire un peu d'où je parle. Donc moi je suis sociologue, effectivement, j'ai un peu deux pans dans mes activités de recherche. Je travaille d'un côté sur les questions de discrimination, de racisme, d'islamophobie, et puis aussi sur questions d'engagement et de participation associative et politique dans les quartiers populaires, ce qui m'a amené à pas mal travailler aussi sur les libertés associatives ces dernières années, et notamment beaucoup en lien avec la LDH. Et un de mes terrains d'enquête de longue date, donc c'est la ville de Roubaix, qui est située en banlieue de Lille. Je vais faire un peu comme Patrice, en fait, présenter un peu la photographie de Roubaix, donc ville de 95 000 habitants, parfois présentée comme la ville la plus pauvre de France. 41% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est une ville d'immigration de longue date, une ville aussi qui a une longue histoire de catholicisme social. La JOC était très présente avant de décliner, et une ville où il y a une forte présence religieuse, musulmane notamment, mais pas seulement. 7 mosquées, 2 pagodes, un temple et plusieurs églises. Donc moi je ne suis pas spécialiste de la laïcité, mais c'est des questions que j'ai saisies en fait par le bas, la façon dont les gens la vivent et m'en parlent au fond au cours des entretiens que j'ai pu conduire ou des observations que j'ai menées, ce qui amène à des résultats, on va le voir, un petit peu différents de certains sondages, par exemple, parus récemment, qui tendent, me semble-t-il, à dresser un constat un peu trop alarmiste. Parce que ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que d'un côté, et peut-être qu'il y a un risque à beaucoup parler de paix, en fait, ce serait de croire qu'on serait au bord de la guerre civile, d'une certaine façon, comme on le présente souvent dans les quartiers, que, au fond, il y aurait une sorte de guerre larvée contre les valeurs de la République, la laïcité dans les quartiers populaires. Ce que j'ai vu ou observé que ce soit non plus le cas à Gennevilliers. Il y a un enjeu, me semble-t-il, un peu à calmer les esprits sur la façon dont ça se passe dans les quartiers, de montrer que, au fond, la laïcité se vit relativement tranquillement, en réalité, dans les quartiers populaires aujourd'hui. Alors, on pourra en discuter, peut-être qu'il y a des spécificités de mon terrain roubaisien, peut-être un modèle roubaisien, j'essaierai de vous raconter ça, et que c'est possible, quand bien même, évidemment, il y a une religiosité forte et qui s'est fortement accrue ces dernières décennies à Roubaix, comme de nombreux quartiers populaires. Et donc c'est le point de départ d'où je voudrais partir. C'est l'idée selon laquelle, et je crois qu'en fait on a quand même un enjeu, pour le dire comme ça à gauche, de pas nier en fait cet élément-là qui est consubstantiel, qui est à mon avis autre chose que la question de la laïcité. Je vais justement essayer de les disjoindre. Le fait qu'effectivement, on assiste depuis plusieurs années et plusieurs décennies maintenant à un regain de religiosité, notamment chez les plus jeunes, notamment, mais pas seulement, chez les musulmans, avec une pratique religieuse également qui est plus forte qu'elle ne pouvait être que par le passé. Une orthopraxie aussi, un respect des règles religieuses qui est plus important que ça ne pouvait être le cas par le passé. Et y compris, moi je pense qu'en fait il faut l'assumer d'une certaine façon, on pourra en discuter, y compris des formes de conservatisme religieux qui sont plus visibles que ça ne pouvait être le cas à une époque. Sauf que, il me semble, mais là aussi on pourra en discuter, le conservatisme religieux, pour le dire comme ça, est une liberté. Et je pense que c'est important de le rappeler. À partir du moment où on respecte les lois de la République, au fond, on a le droit d'être conservateur. Ce n'est pas forcément les positions que je défendrai à titre personnel, mais il me semble qu'il y a une grande confusion, au fond, qui anime le débat public de ce point de vue-là, où les formes de conservatisme religieux sont aujourd'hui perçues comme une sorte d'attaque, de menace contre les valeurs de la République, tout particulièrement quand il s'agit de conservatisme religieux musulman, alors que moi, ce n'est pas ce que je vois. C'est-à-dire que d'un côté, il y a effectivement une religiosité plus forte, des formes de visibilité, notamment de l'islam, qui sont peut-être plus importantes que ça pouvait être le cas par le passé, y compris, mais pas seulement, mais y compris des formes de croyances relativement conservatrices, et en même temps, pas une attaque fondamentale sur la laïcité. Dans l'enquête, en tout cas, moi, que j'ai pu conduire à Roubaix, ce qui se dégage quand même très majoritairement, c'est que les gens n'ont pas de problème avec 1905. La neutralité de l'État, des agents du service public, etc. Pas de problème, et je dirais même mieux, au fond, les gens me disent, alors parmi les plus politisés, qui veulent défendre 1905, au fond, contre la néo-laïcité. Un petit peu à l'égard de, je crois,
certains des combats que vous pouvez, que vous pouvez mener. Et c'est très important, me semble-t-il, pour comprendre ce rapport ordinaire à la laïcité, précisément de voir de quelle laïcité on parle. D'un côté, il y a un attachement assez fort, alors qui n'est peut-être pas forcément clamé comme tel à 1905. En revanche, un rapport qui est beaucoup plus ambivalent à la néo-laïcité qui s'est imposée depuis 2004. J'imagine que vous en parlez beaucoup depuis hier matin. Néo-laïcité qu'il voit, et je vais essayer de l'étayer un tout petit peu, comme à géométrie variable, comme discriminatoire et comme ciblant spécifiquement l'islam. Alors je prends un risque ici, je me permets de citer un sondage réalisé par la LICRA il y a quelques années, alors qui avait suscité en fait des réactions un peu paniquées sur les plateaux télé à l'époque, justement sur le rapport ordinaire à la laïcité des jeunes, et qui montrait que notamment parmi les jeunes, je crois que ça devait être les 18-25 ans, un lycéen, non ça devait même plus jeune, 1 sur 3 voyait la laïcité, la néo-laïcité comme discriminatoire, et 55% des lycéens situés dans des zones d'éducation prioritaire la voyaient comme discriminatoire. Et ça, c'est quelque chose, moi, effectivement, qui revient fortement dans les enquêtes que je peux conduire. Le problème, c'est moins la laïcité, d'une certaine façon, que l'islamophobie et la façon dont la néo-laïcité vient essayer de séculariser la société au forceps en s'attaquant à toutes les formes de religiosité visible, quand bien même celles-ci sont légales. Les attentes, en tout cas, que moi je peux cerner sur le terrain, notamment à Roubaix, mais pas seulement, c'est quelque chose qui est revenu très fortement dans l'enquête qu'on a pu conduire et qui a donné lieu au bouquin « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », donc sur des Français de confession musulmane qui, pour mettre les discriminations à distance, ont choisi de quitter la France. Au fond, dans le discours qu'ils nous tenaient en entretien, il y avait moins de remise en cause de la laïcité qu'une aspiration, au fond, à pouvoir vivre leur foi sereinement, et je le redis, un attachement à 1905. Alors pour creuser un petit peu le cas roubaisien et cette tension au fond, mais qui en même temps vit relativement bien entre d'un côté une défense de 1905 et une religiosité forte, pour le dire comme ça, il me semble que ce qui s'est passé à Roubaix est intéressant à creuser. Comment ce rapport, on va dire, relativement apaisé en fait, à la laïcité a pu se construire dans cette ville-là. Et de ce point de vue-là, en fait, il y a un jalon important dans l'histoire roubaisienne relativement récente, jalon qui est assez peu connu. C'est donc une décision de la ville quand elle était encore aux mains de la gauche en 2001, à savoir le vote d'un schéma directeur des lieux de culte. Des lieux de culte qui a été voté à la quasi-unanimité à l'époque du conseil municipal, et donc la création d'un consensus politique hors RN en fait sur cet enjeu par ailleurs extrêmement clivant du culte et de la laïcité. Ce schéma directeur, je vous la fais vite ici, mais visait notamment à faciliter la restauration et la construction de lieux de culte dans la ville, et le choix qui a été fait, qui était assez stratégique de ce point de vue-là, probablement pour justement pacifier ces enjeux potentiellement conflictuels, c'était de ne pas se cibler ou se concentrer spécifiquement sur l'islam, mais de travailler cette question d'un point de vue interreligieux, ce qui a permis à la fois l'accès à des baux amphithéotiques pour la construction de mosquées, ce qui permet aujourd'hui à la ville de Roubaix d'avoir 7 vraies mosquées, pour le dire comme ça, avec toutes les déclinaisons au fond d'orientation liées à l'islam, mais ce qui a aussi facilité la restauration d'églises, du temple ou des pagodes. Et cet élément-là, en fait, est devenu au fond un marqueur important au fond de la construction, au fond d'un consensus roubaisien autour des enjeux de culte et de laïcité, qui est resté en fait dans la culture politique locale, me semble-t-il. Et je voudrais en donner simplement un exemple, moi, qui m'avait frappé à l'époque. C'était, on est 15 ans plus tard, en fait, en 2016, à l'occasion d'une séance du conseil municipal où ils abordent justement le début de la construction. C'est la dernière mosquée en fait qui est en train de sortir de terre dans le quartier des Trois Ponts. On est évidemment dans un contexte qui est très différent de celui de 2001. On était avant en plus le 11 septembre, hein, on était avant ce changement d'époque, puisque le conseil municipal dont je vous parle en 2016, on est peu après les attentats du Bataclan, et donc dans un contexte de focalisation sur l'islam, d'islamophobie, etc. Et donc ils abordent la question du... Et donc ils abordent la question justement de la construction de cette mosquée. La ville est depuis
passer à droite. Et là, pas de problème, en fait. D'une certaine façon, y compris la municipalité de droite, à qui on pourrait faire d'autres reproches, au fond, vont se féliciter de l'avancée des travaux, de considérer que les plans qui sont prévus sont particulièrement beaux, etc. Et il y a une sorte, au fond, de reconnaissance publique par la droite, au fond, la gauche aussi, mais de la vertu de la construction de cette mosquée pour, au fond, l'intégration des musulmans dans la ville et dans la République, qui me semble assez atypique à la lumière de la façon dont sont débattues ces questions-là dans le débat public. Les seuls à rompre un peu ce consensus à l'occasion de ce conseil municipal, ce sera le Rassemblement national, une fois de plus, qui considérera absolument honteux, justement, qu'on puisse aborder de cette façon-là la question de la construction d'une mosquée qui vient islamiser encore un peu plus la ville de Roubaix. Et donc le fait que la droite, et y compris une partie de la droite assez dure, au fond, entretiennent un rapport assez apaisé à l'existence publique de l'islam dans cette ville, et à mon avis, l'héritage, justement, de ce schéma directeur des lieux de culte et de la construction d'une culture politique locale assez apaisée. Et moi, ce qui ressort de mes enquêtes, en fait, c'est cette ambivalence entre, d'un côté, une forme d'apaisement local et la surpolitisation par l'extérieur, au fond, de la question de la laïcité et de la question de l'islam en particulier, de la part des médias, de l'extrême droite, mais également de l'État qui vient en permanence, au fond, fragiliser ce consensus roubaisien autour de l'islam et de la laïcité. Alors là, je vous la ferai relativement vite, mais depuis les années 90, je ne l'ai pas évoqué en introduction, mais Roubaix est sous les feux de la critique comme une des villes, justement, où se préparerait le grand remplacement et comme une des villes où les valeurs de la République seraient attaquées. Dès 1996, il y a un bouquin qui s'appelle « Le paradoxe de Roubaix » par un journaliste du Point qui présente ce qui attend la France demain, justement, ce grand remplacement qui serait en préparation. Et depuis, les reportages, etc., n'ont cessé de se multiplier pour présenter la ville de Roubaix comme sécessionniste potentiellement. Et ça, évidemment, c'est vécu comme extrêmement violent. C'est pas très surprenant, bien entendu. Là où ça devient problématique malgré tout, et je voudrais en dire quelques mots et pas être trop long, c'est quand ce discours-là est repris par l'État, en fait, qui vient d'une certaine façon mettre de l'huile sur le feu d'une situation locale relativement apaisée, comme je le disais, puisque ce qu'on voit, en fait, et que j'ai pu observer moi ces dernières années sur le terrain à Roubaix, c'est la façon dont l'État, d'un point de vue extra-para, voire illégal, au fond, vient étendre le domaine de la laïcité à des acteurs et des secteurs qui ne sont pas censés y être soumis, via une injonction croissante à la neutralité religieuse et politique, notamment des structures sociales et des acteurs associatifs. Une des questions qui revient beaucoup, alors c'est différent quand les structures sociales évidemment sont de structures municipales, mais là je parle d'acteurs associatifs, c'est la question de l'embauche de salariés voilés dans les structures, dans les structures sociales en question, ce qui, à l'exception des missions de service public déléguées à ces centres, demeure aujourd'hui légal. Et donc, quelques exemples que vous avez peut-être à l'esprit. Donc, ça a suscité des conflits, pour le dire comme ça. Dans ce contexte relativement pacifié à Roubaix, l'État vient créer des conflits là où potentiellement il pourrait ne pas y en avoir. Et l'exemple le plus paradigmatique de cela ne s'est pas passé à Roubaix, mais je me permets de le mentionner malgré tout. C'est dans la ville voisine de Tourcoing. Alors le contexte là n'est peut-être pas complètement fortuit quand on connaît l'identité de l'ancien maire, où le refus de la part de la direction du centre social de licencier des salariés qui portent un voile a conduit l'État, la CAF et ensuite les collectivités locales à retirer l'ensemble des subventions à la MJC du quartier en question et a fini par fermer ses portes. Et au fond, le refus de la part de la direction d'avoir des pratiques discriminatoires à l'égard de ses salariés, puisque dans cette structure-là de statut associatif, au fond, il est possible d'avoir des salariés qui portent un voile, s'est traduit par la fermeture de la structure, ce qui s'est traduit quelques mois plus tard, le lien causal est un peu rapide, mais ce qui est sûr, c'est que dans ce quartier-là, quelques mois plus tard, les révoltes consécutives à la mort de Naël seront particulièrement violentes, puisqu'il y avait plus justement ce type de structure sociale qui permet peut-être d'apaiser les colères que suscitent les violences policières. Et donc ça, c'est un truc qu'on voit aujourd'hui fortement remonter. Combien, au fond, les pratiques, comme je le disais, un peu paralégales de l'État et de la préfecture viennent complexifier une situation locale qui est par ailleurs relativement apaisée.
Alors quelques mots pour finir, au fond, rappeler, et Patrice Leclerc le faisait tout à l'heure, au fond, c'est combien cette conception extensive et extra-juridique de la laïcité, la néo-laïcité, contribue aussi de façon indirecte à renforcer la religiosité. Au fond, on ne peut pas comprendre le regain de religiosité que j'évoquais en introduction tout à l'heure, indépendamment du sentiment de discrimination que vient alimenter, pas toute seule évidemment, la néo-laïcité, la religion venant offrir une forme d'identité, là où on dénie à ses habitants celle de citoyens français à part entière. J'irai un cran plus loin en avançant que le conservatisme religieux en tant que tel est pour partie le fruit du traitement institutionnel de l'islam et de la laïcité. Alors pas seulement, d'une certaine façon, mais bon, moi dans mon livre, par exemple, je parle de la production institutionnelle du salafisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le succès d'une offre religieuse conservatrice indépendamment des formes d'islamophobie d'État qui ont été bien documentées par ailleurs et des discours stigmatisants à l'égard des musulmans et tout particulièrement des formes d'attaque que je documente dans mes travaux à l'égard d'acteurs associatifs musulmans moins conservateurs ou plus modérés. La fragilisation de ces acteurs-là, qui étaient déjà à l'époque, il y a une vingtaine d'années, accusés, si ce n'est d'entrisme ou de frérisme, mais du moins de communautarisme, faisant le lit d'une certaine façon, ou laissant la place à des acteurs plus conservateurs. Et donc, si le conservatisme religieux apparaît comme un problème, différent de celui de la laïcité, mais malgré tout peut apparaître comme un problème, la réponse, me semble-t-il, est précisément de lutter activement contre les discriminations et en revenant à la loi de 1905, justement, revenir à une version plus apaisée et juridique de la laïcité. Bref, voilà, en poursuivant, je crois, le combat qui est le vôtre à la LDH, on peut espérer que justement ces formes de relations pacifiées à la laïcité qui peuvent malgré tout perdurer dans les quartiers populaires continueront à exister. Malgré tout, je crois que c'est un combat. En fait, et il faut continuer à le mener au regard des vents contraires qui sont les nôtres. Je ne suis pas sûr, au fond, que simplement le dialogue interreligieux suffira à gagner ce combat-là, puisque le combat, en réalité, il est moins à un niveau horizontal entre les différents acteurs religieux. Au fond, là aussi, ça vit bien, il pourrait être plus fort, ce dialogue interreligieux, que vertical entre les acteurs locaux et l'État, qui mènent une bataille, pour le coup, assez dure pour imposer au forceps une version très différente de la laïcité qui était celle de 1905. Voilà, merci. Merci.